Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Donc si certains d'entre vous peuvent me confirmer que le son fonctionne, ça pourra être utile. Donc merci d'être virtuellement présent parmi nous aujourd'hui donc pour notre troisième webinaire sur le thème concilier préservation de l'environnement et usage de la mer dans les projets d'énergie marine renouvelable, donc qui sera enregistré, qui est actuellement en cours d'enregistrement et qui fera l'objet d'une facilitation graphique par Fanny Didou en direct. Donc avant de laisser la parole aux intervenants d'aujourd'hui, je vais vous rappeler quelques éléments techniques qui sont importants pour le bon déroulé du webinaire. Donc tout d'abord, les micros des participants doivent être éteints pendant toute la durée du webinaire et vous avez la possibilité d'utiliser l'onglet Chatter pour poser vos questions durant toute la durée de l'intervention. Donc il va y avoir 3 sessions de questions-réponses lors desquelles on restituera vos questions à l'oral aux intervenants qui répondront à l'oral. Mais la seule manière de poser des questions, c'est d'utiliser cet onglet. On vous le rappellera donc tout au long du webinaire. Donc je vais maintenant laisser la parole à Rafaela Le Gouvello qui va donc présenter l'association Respect Océan et ce webinaire. Donc je vous souhaite un bon webinaire à tous et n'hésitez pas à chatter et à poser vos questions durant toute la durée du webinaire. Pour le troisième webinaire organisé par notre association. Notre programme rencontre un grand succès et nous vous remercions de tout l'intérêt que vous lui témoignez. Le contexte actuel nous renforce dans notre volonté de poursuivre et de renforcer notre programme, qui pour le moment est gratuit et accessible à tous. Nous remercions les personnes qui suivent assidûment ces webinaires depuis le départ pour leurs dons lors de leur inscription à un prochain webinaire. Et cela nous permettra peut-être de passer à une version supérieure de notre plateforme pour offrir une capacité d'accueil plus importante et de nouvelles fonctionnalités. Merci ainsi de nous aider à la financer. 2 mots maintenant sur la présentation de l'association Respect Océan. C'est un réseau que j'ai initié moi-même en 2013 avec le soutien de la région Bretagne et qui est devenu une association depuis septembre 2018. Notre volonté est de promouvoir les acteurs économiques engagés dans une économie durable en faveur de la protection de l'océan et de ses écosystèmes. Nous voulons affirmer le rôle fondamental et moteur des entreprises en matière de protection de l'océan. Les entreprises portent des innovations, des solutions ou mettent en place des mesures d'atténuation de leurs impacts sur l'océan et nous souhaitons en être leur porte-parole. Après 1 an et demi d'existence officielle, nous avons maintenant dépassé le cap des 50 adhérents en ce début d'année et nous mettons en place un programme d'action et d'intervention en faveur de la promotion des bonnes pratiques en lien avec les objectifs du développement durable des Nations Unies. Nous serons ainsi partenaires d'un certain nombre d'événements tout au long de l'année 2020. N'hésitez pas à suivre notre actualité sur LinkedIn. Le thème de ce troisième webinaire est de concilier préservation de l'environnement et des usages de la mer dans les projets d'énergie marine renouvelable. Car bien évidemment, les activités humaines en mer ont des impacts sur la biodiversité et sur les autres usages, mais il existe des solutions pour éviter, réduire, compenser ces impacts et œuvrer en concertation avec les diverses parties prenantes qui évoluent autour de ces projets. Ce thème « Éviter, réduire, compenser en mer » fera d'ailleurs l'objet d'un prochain webinaire. Les différentes présentations aujourd'hui vous permettront d'en savoir plus sur le contexte, grâce notamment à l'intervention de l'EICN, qui travaille depuis longtemps, et je le sais pour en être proche, avec un groupe énergie marine renouvelable et biodiversité. Et l'UICN vous exposera quelques exemples d'actions, mesures et projets dans lesquels sont impliqués des membres de notre réseau. Il ne me reste plus qu'à remercier chaleureusement l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui pour leur disponibilité et leur implication dans notre programme. Je vais laisser maintenant la parole à Aurélien Carré de l'UICN pour une présentation du contexte et des enjeux. Bon webinaire et merci à tous. Bonjour à tous et merci beaucoup à Respect Océan et Aurélie pour cette initiative des webinaires. Donc, je suppose que vous voyez bien l'écran normalement.
Donc, très bien, parfait. Donc, on va vous présenter. Désolé, il y a un petit peu de bruit, c'est qu'il y a des travaux à l'étage en dessous, mais ça ne devrait pas durer longtemps. Donc, on va vous présenter un peu, déjà revenir un peu sur les enjeux de la transition énergétique et écologique au niveau mondial, la place des EMR en France et un peu le pourquoi l'UICN France s'est saisi un peu du sujet des énergies marines renouvelables et donc des réflexions sur comment concilier le développement de cette technologie avec la préservation de la biodiversité marine. Donc, en fait, si on revient un peu au niveau mondial, les enjeux de la transition énergétique sont en fait, de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. On voit que c'est toujours J'arrête de couper juste quelques secondes pour t'inviter à bien parler dans le micro, puisque le son n'est pas d'une qualité optimale pour le moment. Donc, de bien parler devant le micro de ton ordinateur. Voilà. D'accord, pardon, excusez-moi. Donc oui, l'enjeu de la transition énergétique au niveau mondial est de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre. On voit que ces émissions sont toujours en croissance actuellement et qu'il faut drastiquement les réduire dans très peu de temps si on veut limiter donc, le réchauffement climatique mondial à au moins 1,5 voire 2 degrés. Et donc, réduire les émissions va de pair avec lutter contre le changement climatique, notamment donc l'augmentation des températures moyennes, la montée du niveau marin et aussi plusieurs autres perturbations. En parallèle de cette action pour le climat, on a des enjeux de transition écologique au niveau mondial. Donc, il faut réduire les pressions sur la biodiversité. Là, par exemple, c'est une carte qui vient d'être produite par le domaine de la liste rouge mondiale des espèces menacées. On voit la richesse spécifique d'espèces menacées à travers le monde pour les amphibiens, oiseaux et mammifères. Et donc réduire ces pressions et de conserver la biodiversité permet de favoriser la résilience des écosystèmes donc à ce monde dont le climat change et sur lequel les hommes exercent la pression, notamment en valorisant le concept de solutions fondées sur la nature ou comment utiliser le fonctionnement des écosystèmes pour répondre aux défis sociétaux de demain. Et finalement, on se rend compte que l'océan se retrouve un peu au cœur des stratégies climat et biodiversité. D'une part, parce qu'il occupe une place centrale dans la machine climatique. L'océan fournit plus de la moitié de l'oxygène produit par la Terre. Il absorbe aussi une grande quantité de nos émissions de CO2 chaque année et, en plus grande partie encore, absorbe la chaleur produite par nos activités. Mais donc, malheureusement, l'océan est aussi profondément menacé par ce changement climatique. L'absorption de CO2, de chaleur et la fonte des glaces engendrent beaucoup de perturbations, donc de montée du niveau marin en premier lieu, mais aussi l'augmentation des vagues de chaleur, l'augmentation de la température moyenne en surface et en profondeur. Et donc, cette augmentation de température entraîne aussi une acidification et une désoxygénation des fonds marins et qui menace donc l'ensemble des écosystèmes qui sont liés à l'océan et donc sa capacité aussi à disons, participer à l'atténuation des effets des changements climatiques. Il y a aussi d'autres menaces sur les océans. Donc par exemple, on peut montrer le transport maritime. Donc on voit la densité du trafic maritime et donc l'intensité des perturbations que cela peut causer aussi au niveau des océans. On a également le problème de la surpêche. Donc on peut voir les cartes d'effort de pêche et de la pression de surpêche sur les stocks de poissons. Donc même si la part d'exploitation au rendement maximal augmente, la part de stocks surexploités augmente également et celle de stocks sous-exploités diminue. Et on a aussi un écosystème très menacé par les pollutions, qu'elles soient directement en mer, mais surtout venant de la Terre. Donc la pollution plastique, qui est un enjeu majeur de cette décennie, mais aussi tout ce qui est pollution venue des pollutions industrielles ou civiles, qui donc, avec certaines cartes, on voit que ça concerne une grande partie de l'océan. Donc finalement, le constat est quand on regarde un peu l'impact global des activités humaines sur les océans, il reste, sur cette carte, on voit qu'il reste très peu de zones bleues. Donc, on sait que l'océan offre des opportunités pour réduire les causes et les conséquences du changement climatique, pour atténuer les effets, mais aussi adapter nos sociétés. Et donc, la transition énergétique, et donc, qui permet de lutter contre le changement climatique, doit participer à la protection de la biodiversité et la restauration des écosystèmes. Et donc, les énergies marines doivent participer, ou en tout cas, concourir à la protection des océans. Dans le cas français, on constate qu'on a aussi une tendance à réduire, on a une volonté de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, encore un peu trop lente si on veut s'en tenir aux objectifs, et que le secteur de l'énergie a une importance relative, mais quand même une importance considérable dans nos émissions de gaz à effet de serre.
Et donc la dernière programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est encore en phase de consultation, me semble-t-il, ou en tout cas n'est pas encore tout à fait terminée, prône la neutralité carbone d'ici 2050, et donc de diviser par deux notre consommation d'énergie, et d'un autre côté, de décarboner très fortement nos sources de production d'énergie. Et les EMR sont cités comme une des filières les plus compétitives pour relever ces défis, notamment par la baisse des coûts qui permet le développement de capacités importantes, et comme c'est écrit aussi dans la programmation, avec un soutien des pouvoirs publics assez réduit par rapport à d'autres technologies. Donc finalement, on en revient à développer les énergies marines et renforcer la protection des milieux marins, comment concilier les deux. Donc on voit d'un côté les objectifs de développement de ces technologies, on voit qu'après 2024, on mise sur 1000 MW par an, et on constate aussi que l'état de conservation des habitats marins côtiers en France métropolitaine est très mauvais. On a seulement 6% des habitats qui sont favorables, et plus de 3/4 qui sont défavorables, inadéquats ou mauvais. Ça, c'est issu du rapportage des habitats de la directive Habitat au niveau européen. Donc, on voit qu'il faut que les deux aillent de pair, et la question qu'on s'est posée au sein de l'UICN, c'est comment concilier justement cette activité de développement des EMR en préservant la biodiversité. Donc, on a articulé un peu nos réflexions sur la planification spatiale maritime, comment limiter la concentration d'activités à fort impact, par exemple. Quels sont les principaux impacts déjà des technologies EMR, pour savoir vraiment de quoi on parle. Quelles améliorations possibles des études d'impact environnemental faites à l'échelle des projets. Quelle contribution de ces études d'impact à l'acquisition de connaissances générales sur les écosystèmes marins. Et enfin, comment mettre en œuvre la séquence inversée, donc, comme l'a annoncé Raphaëla tout à l'heure. Donc, rapidement, avant de parler des travaux actuels de notre groupe de travail, je vais revenir rapidement sur une publication qui a été faite en 2014 et traduite en anglais cette année, qui recense un peu les différents impacts des technologies EMR sur la biodiversité, qui ont été classés par grands types. Donc, on a en premier lieu le bruit et vibrations, notamment pendant les phases de construction, mais aussi pendant les phases d'exploitation, qui peut entraîner un déplacement de population pélagique, parfois jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres. Ça perturbe les lieux de frayère et de nurserie, notamment pendant les phases assez bruyantes. Le problème sur les oiseaux marins est ça nuit à leur capacité de trouver des habitats alternatifs, donc à trouver d'autres zones favorables à leur alimentation. Et aussi, avant les phases de construction, les mesures sismiques, notamment les ondes sonores, peuvent nuire aussi à la mégafaune marine. Donc, on proposait quelques pistes de réflexion et développer les connaissances justement sur ces impacts, considérer la fréquentation de la zone avant d'y développer des parcs EMR, une surveillance accrue pendant les périodes de travaux, et ça a été aussi fait dans certains cas de mettre en pause les travaux en cas de fréquentation importante. Et surtout une concertation entre les différents parcs pour construire des calendriers espacés pour la construction des parcs. Une autre modification, une perturbation des écosystèmes, c'est la modification du fond marin, de l'habitat maritime. On a une remise en suspension temporaire de matériaux, donc qui augmente la turbidité, une modification locale des courants, ça c'est un phénomène plus durable. Ça peut introduire certains produits chimiques en cas de problème, et il y a aussi la question du champ électromagnétique des câbles sous-marins. Et donc là, on sait qu'il existe des technologies pour atténuer ces perturbations, notamment l'érosion des fonds lors de la construction ou la remise en suspension de ces mouvements. Enfin, des principaux impacts, c'est l'effet barrière et les risques de collision. On sait que pour les turoptères, c'est principalement des collisions nocturnes en cas de proximité des côtes. Les oiseaux marins, on sait qu'ils sont susceptibles aussi d'entrer en collision par mauvais temps ou par migration nocturne, mais c'est surtout que ces parcs peuvent représenter des zones d'évitement assez importantes, notamment lorsque ce sont des oiseaux qui passent par cet endroit entre leur site de nourrissage et leur lieu de repos. On peut aussi avoir des impacts sur les mammifères marins, ça perturbe leur communication à long terme, par exemple. On s'est aussi posé la question pour les éoliennes flottantes, des blessures potentielles liées aux chaînes d'ancrage. Et on sait également que les tortues de mer sont très fidèles à leur route migratoire, et que si un parc se trouve sur leur chemin, ça peut avoir des conséquences assez importantes sur la population. Donc les propositions sont d'étudier les schémas de migration, d'éviter les sites de repos et de laisser des corridors de migration entre les parcs. Et enfin, le dernier effet, c'est l'effet récif. Donc, c'est introduire un nouveau substrat dans un écosystème. Donc, ça peut avoir des conséquences à la fois positives et à la fois négatives.
Et donc, finalement, une des recommandations était de vraiment travailler sur quantifier le changement apporté par cet apport de nouveaux substrats, finalement, et en fait de favoriser plutôt l'effet réserve à l'échelle du parc plutôt que l'effet récif des structures. Donc, voilà, ça c'était pour les principaux impacts, et maintenant c'est Clémentine Hazan qui va vous parler plutôt des considérations actuelles du groupe de travail. Bonjour à tous. Donc, Clémentine Hazan, chargée de programme écosystème au sein du comité français de l'UICN. Donc, je travaille avec Aurélien. Et donc là, je vais vous présenter les travaux actuels du groupe de travail EMR. Donc, nous avons axé en fait nos travaux sur les modalités de prise en compte de la biodiversité dans la planification et le design de projets EMR. Donc pour cela, nous avons mené un travail d'analyse d'études d'impact de 4 projets éoliens en mer en France. Donc l'étude d'impact a été réalisée pour ces 4 projets-là. Et donc c'est 2 projets avec des éoliennes posées et 2 projets avec des éoliennes flottantes. Donc pour avoir les 2 modalités en fait de type d'installation qui peut exister. Donc nous remercions par ailleurs les développeurs concernés qui ont accepté de nous fournir les études d'impact de leur projet et sont par ailleurs venus présenter leurs résultats et leurs projets en groupe de travail. Donc, notre objectif, en fait, l'objectif de ce travail d'analyse est d'élaborer des recommandations sur la méthode d'évaluation des impacts et sur les stratégies de planification des énergies marines renouvelables en mer. Alors, en théorie, donc, le principe de l'évaluation environnementale est composé de différentes étapes. Donc, avec dans un premier temps l'évaluation de l'état initial de l'environnement, donc qui inclut la phase d'acquisition de données sur l'environnement chimique, physique et écologique de la zone d'étude, donc du site d'implantation et disons autour de différentes zones tampons autour de cette zone potentielle d'implantation. Ensuite, il y a l'analyse des impacts du projet en fonction de sa description technique et jusqu'à la proposition de mesures d'évitement, de réduction et de compensation si des impacts résiduels persistent. Donc, c'est-à-dire une fois qu'on a mis en place les mesures d'évitement et de réduction, est-ce qu'il reste des impacts résiduels sur la biodiversité? Et donc, ces différentes étapes de l'évaluation environnementale doivent inclure les 3 phases d'exploitation d'un parc, à savoir les travaux d'installation, d'exploitation et enfin les travaux liés au démantèlement du parc. Donc, en théorie, avec ce processus d'évaluation environnementale, on doit avoir un objectif de 0 perte nette de biodiversité à la suite du projet. Donc, suite à l'analyse de ces 4 études d'impact, nous avons noté pour commencer, d'une part, préciser que les études d'impact réalisées étaient vraiment approfondies et de qualité. Mais malgré tout, nous avons noté en fait de l'hétérogénéité entre les différentes études, notamment dans les stratégies d'acquisition de données concernant les protocoles utilisés, la pression d'échantillonnage, ainsi que les compartiments biologiques étudiés. Nous avons aussi observé une variabilité importante dans la hiérarchisation des différents impacts, à savoir s'ils étaient considérés comme faibles, négligeables, notables ou fortes. Et bien qu'une grille, une matrice en fait d'analyse des impacts existe, il semble quand même qu'il y ait une certaine subjectivité dans l'appréciation et une variabilité en fonction du bureau d'études et du service instructeur concerné. Et pour finir, on a aussi noté une variation dans la sélection des projets à inclure dans l'analyse des impacts cumulés. Et ce qui soulève par ailleurs, cette question des impacts cumulés soulève par ailleurs la question de la prise en compte des impacts des activités historiques, disons, de la mer et qui ne sont pas soumises à l'étude d'impact à l'heure actuelle. Et donc, pour finir, nous avons aussi noté une variabilité dans la calibration des mesures ERC des projets, en particulier en ce qui concerne les mesures de compensation. Donc, dans les 4 études que nous avons réalisées, les mesures compensatoires concernaient principalement des mesures pour les oiseaux marins, mais il n'y avait pas vraiment de garantie que le principe d'équivalence écologique et de proximité géographique entre la zone impactée et compensée soit respecté. Donc, voilà. Ensuite, le terme de compensation était aussi utilisé sur les questions économiques ou alors ne concernait des mesures de suivi, des mesures d'évitement et de réduction. Donc, dans ce contexte-là,
utiliser des mesures de suivi comme définir des mesures de suivi comme des mesures compensatoires. On n'est pas vraiment dans un objectif de gain net de biodiversité. Et donc, pour finir, notre analyse, la conclusion vraiment de notre analyse a montré que l'efficacité du E de ERC, donc de l'évitement, vient essentiellement du choix du site d'implantation, pour éviter de se retrouver dans une zone où le projet aura des impacts qui seront difficilement évitables ensuite. Et c'est notamment particulièrement crucial car l'état de connaissance actuel sur la compensation en mer ne permet pas de mettre en place des mesures réellement satisfaisantes, donc principalement liées à un manque finalement de connaissances scientifiques, donc un manque de recherche et aussi un manque de retour d'expérience. On n'a pas encore de recul en fait finalement sur l'efficacité réelle des mesures mises en œuvre. Donc, à partir de ces différents constats, finalement, sur ces points forts et les points faibles des différentes études, nous avons pu élaborer des recommandations pour améliorer la prise en compte de la biodiversité dans les stratégies de projets d'énergie marine renouvelable. Donc, une première partie, alors, je précise que là, ce travail est en cours de finalisation, donc c'est pas encore totalement terminé, ce travail-là. Donc, on vous donne un petit peu ces informations prime time, disons. Une première partie de nos recommandations sera plutôt d'ordre méthodologique. Donc, par exemple, notre analyse souligne le besoin de mettre en place des protocoles standardisés de suivi des différents compartiments biologiques, donc pour pouvoir en fait que les différents projets de parcs éoliens présents et futurs soient en fait soumis au même type de suivi. Donc comme ça, on peut aussi les comparer entre eux et acquérir une donnée biologique qui sera ensuite standardisée et répétable. On a aussi souligné l'importance de ne pas négliger les niveaux trophiques bas, qui sont quand même malgré tout qui sont essentiels en fait au fonctionnement de l'écosystème. Nous avons aussi mis en évidence une certaine hétérogénéité dans l'évaluation et la hiérarchisation des impacts. Et donc, il y aurait vraiment un travail à mener sur une grille commune d'analyse qui pourrait être élaborée pour avoir finalement plus de transparence sur la définition de savoir si un impact est faible, négligeable ou fort, et pouvoir aussi de la même façon comparer plus facilement les sites entre eux. Alors ensuite, une seconde partie de nos recommandations est plutôt d'ordre stratégique. Et se base principalement sur le fait qu'une bonne partie du E de ERC vient de la localisation du site, donc comme évoqué précédemment. Donc cela rejoint donc la question de la planification des activités en mer à l'échelle de façade. Donc dans Protec, nous suggérons que l'élaboration de ces documents stratégiques soit aussi soumis à évaluation environnementale pour que les zones en fait à vocation ENR des documents stratégiques de façade soient plus précis et tiennent compte des autres usages et des autres enjeux comme par exemple les aires marines protégées ou même des zones où on a identifié que c'était des hotspots de biodiversité. Et ensuite, un des points clés pour concilier ENR et biodiversité concerne l'évaluation des impacts cumulés, et en particulier la prise en compte des activités non soumises à l'évaluation environnementale. Donc finalement, cette question de caractérisation des impacts cumulés rejoint aussi la question de la planification des activités en mer. Donc c'est vraiment que le point vraiment crucial et en conclusion de notre étude soit lié à cette question d'une planification cohérente des activités en mer. Merci beaucoup Aurélien et Clémentine. Donc, on va devoir passer à la première session de questions et réponses. Je vous propose qu'on bascule sur Fanny, qui est notre facilitatrice graphique pour les webinaires et qui dessine en direct, qui résume en direct notre webinaire. Et on va pouvoir poser quelques questions. Je vais demander à Aurélien de fermer son micro pour que le son soit bon. Donc le son n'était pas très bon, on vous prie de nous excuser, hein, on est toujours dépendant des connexions. Donc on va poser quelques questions, on a dépassé un peu. Donc quels sont aujourd'hui les outils pour caractériser les passages migratoires des oiseaux et chiroptères au large des côtes? Donc Aurélien, je te laisse reprendre la parole. Oui, excuse-moi, je regardais autre chose. La question, c'est quels sont les outils pour caractériser les routes migratoires des oiseaux au large des côtes?
Les outils seraient principalement liés au balisage, à l'utilisation de balises GPS. On peut mettre notamment sur les oiseaux marins qui sont quand même assez suffisamment gros pour mettre des balises GPS sur leur dos. Pour les plus petits oiseaux, comme les petites chauves-souris, c'est quand même plus compliqué à équiper parce que voilà, ce sont des bêtes qui sont un petit peu trop petites. Mais il peut exister des outils indirects, par exemple de mesure d'activité sonore, que ce soit pour les oiseaux ou pour les chauves-souris, qui disposaient à différentes zones, finalement, on peut noter des pics d'activité saisonniers et qui seront, en fait, qui pourront indirectement montrer le passage d'une forte abondance de population à ce moment-là. Donc, le passage migratoire. Alors, très bien. Alors, une deuxième question. Travaillez-vous avec les développeurs et ou le syndicat des énergies renouvelables pour trouver les bonnes implantations? Oui, ils font partie du groupe de travail. Donc, ils participent en fait avec la grille d'analyse que nous avons menée sur les études d'impact. Cette grille a été co-construite en fait dans ce groupe de travail qui est composé aussi bien d'acteurs de l'État, donc l'OFB, le MTEF, le CGDD, que des acteurs économiques, donc comme les développeurs et les syndicats des énergies renouvelables, et ensuite disons des acteurs associatifs et scientifiques. Donc, merci beaucoup. Donc, on a reçu d'autres questions, mais qui sont plus liées, je pense, aux interventions des autres intervenants d'aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on laisse maintenant la parole aux éoliennes en mer service. Donc, je pense que c'est Lucille qui intervient en premier. Donc, Lucille, je vous donne maintenant la main. Donc, vous avez la possibilité maintenant de diffuser votre présentation. Voilà, donc c'est très bien, on la voit à l'écran. Donc je ferme mon micro, je vous laisse ouvrir le vôtre et commencer votre présentation. Bonjour à tous, merci beaucoup à Respect Océan d'avoir initié ce webinaire dédié aux énergies marines renouvelables et voilà, la conciliation de ces EMR avec la préservation de l'environnement. On est très heureux d'apporter notre contribution, que nous apporterons, tout comme l'UICN, à deux voix, puisqu'Émilie Praca me succédera pour présenter un petit peu la manière dont on a pris en considération l'environnement et l'intégration de ces projets dans leur environnement et dans les milieux dans lesquels ils s'intègrent. Et moi, je me propose dans un premier temps de vous représenter un peu les caractéristiques générales des deux projets qui sont portés, que nous développons, le projet éolienne en mer Dieppe-le-Tréport et celui de Lieu-Noirmoutier. Alors, voilà, donc ça c'est un peu le déroulé qu'on vous propose pour cette intervention. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, les projets qui sont portés par les éoliennes en mer service sont celui d'éoliennes en mer Dieppe-le-Tréport et Lieu-Noirmoutier, qui sont lauréats de l'appel d'offres qui a été lancé par l'État en 2013, et donc nous sommes lauréats depuis 2014. Et ces deux projets s'inscrivent vraiment dans le programme de diversification du mix énergétique qui est mis en œuvre par l'État français. Ils sont développés, bien évidemment, ces deux projets par un consortium de 4 entreprises, donc ce sont les mêmes actionnaires, Engie, EDPR, Sumitomo et la Caisse des dépôts, dont les expériences et les expertises sont complémentaires, qui travaillent de concert depuis le développement de ces projets jusqu'à leur future construction et leur future également exploitation. Et nous aurons pour équiper ces deux parcs le fournisseur exclusif et leader mondial de l'éolien en mer qui est Siemens Gamesa, qui équipera ces deux projets, tout comme plusieurs autres Français. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que depuis leur genèse, ces deux projets ont vraiment été développés dans le cadre d'un dialogue continu avec les parties prenantes des territoires dans lesquels ils s'inscrivent, que ce soit en Normandie, Hauts-de-France, comme en Pays de la Loire, et ce, aussi bien avec les services de l'État, les élus, les collectivités territoriales, les usagers de la mer et les pêcheurs professionnels, autant que les acteurs socio-économiques, les associations environnementales,
mais aussi des citoyens. Et vous le rappeliez en introduction, Raphaëlla Le Gouvello, c'est absolument indispensable que ces projets d'énergie marine renouvelable, et notamment d'éoliennes en mer, de parcs éoliens en mer en France, qui aujourd'hui ne sont pas encore construits, soient développés vraiment en étroite collaboration avec la population de manière à ce que celle-ci puisse se les approprier autant que possible. Cette volonté de partage voulue par les 4 actionnaires et les 2 sociétés, Éoliennes en mer, Dieppe Tréport et Noirmoutier, s'est traduit par la mise en place de nombreux dispositifs, des points information qui ont été ouverts sur Yeux, Noirmoutier pendant 2 ans et qui sont toujours ouverts et qui est toujours ouvert sur le Tréport. On développe aussi énormément d'outils de communication et d'information de manière à fournir l'information nécessaire au public le plus large et par les moyens les plus variés, des sites internet. Il y en a un par projet, on a une chaîne Twitter, on a également un compte Twitter, des chaînes YouTube, des lettres d'information qui sont régulièrement envoyées à plus de 1500 abonnés pour chacun des projets. On organise également des rendez-vous du web. Alors, c'est une déclinaison un peu différente de ce qu'on fait aujourd'hui, mais là aussi, ça permet de toucher une plus large partie de la population. On met en place des expositions sur l'environnement et bien évidemment des choses concrètes que sont les réunions d'information que l'on tient en général 1 à 2 fois par an, soit sur les projets en général, soit sur des thématiques particulières et qui jusqu'à présent, pour chacun des 2 projets, ont réuni plus de 10 000 participants par site. Donc on voit à quel point ces sujets-là suscitent l'intérêt et les questionnements, et puis également de nombreux événements sur les territoires. Alors, si j'en viens un peu plus à la présentation des 2 projets, je pense que pour la plupart des participants de ce webinaire, les grandes caractéristiques sont déjà un peu connues, mais que ce soit au large de Dieppe-le-Tréport ou au large des côtes vendéennes, les 2 projets que nous développons présentent des caractéristiques qui sont techniquement globalement identiques. D'abord, chacun de ces 2 parcs sera équipé de 62 éoliennes de puissance unitaire de 8 MW, ce qui fera qu'on aura sur chacun des sites 496 MW installés. Ces éoliennes seront positionnées sur des fondations dites jaquettes, des fondations en treillis métalliques. Et comme vous pouvez le voir sur la diapositive qui est actuellement à l'écran, vous voyez qu'on a une disposition des éoliennes et des alignements d'éoliennes vraiment en ligne. Et ces dispositions ont été retravaillées par nos services en 2016 à l'issue des débats publics, de manière à avoir une meilleure, à être plus compatible avec les activités de pêche locale. Et donc, chacun de ces 2 parcs permettra de pourvoir à la consommation électrique d'environ 800 000 personnes. Voilà ce qu'on peut dire. Les conditions, si les caractéristiques techniques de chacun des 2 projets sont globalement identiques, chaque projet s'insère dans un environnement et dans des conditions de site qui sont différentes, puisqu'on a des fonds principalement rocheux pour le projet Yeux-Noirmoutier, alors que les fonds sont majoritairement sableux pour le projet de Dieppe-le-Tréport. On a également des conditions de vent qui sont différentes selon les 2 sites, et également des usages de la mer et notamment de la pêche professionnelle qui ne sont pas tout à fait les mêmes, avec des métiers différents. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Les 2 projets qui avancent jusqu'à maintenant en parallèle ont franchi des étapes vraiment significatives. Je le disais, soumis à l'appel d'offres de 2013, lauréat en 2014. Ils ont chacun connu une phase importante de débat public en 2015, qui a été, pour le projet de Dieppe-le-Tréport, suivi d'une concertation sous l'égide d'un garant, M. Jacques Roudier. Ça n'était pas le cas pour le projet de Yeux-Noirmoutier. Un dépôt de demande d'autorisation en 2017, suivi d'une enquête publique, là encore pour chacun des 2 sites, en 2018. Et puis, l'obtention des autorisations, de l'ensemble des autorisations nécessaires à la poursuite du projet fin 2019 pour le projet Yeux-Noirmoutier,
je dis des sottises, pardon, fin 2018 pour Lyon-Noirmoutier et tout début 2019 pour le projet de Dieppe-le-Tréport. Donc aujourd'hui, nous sommes pour ces deux projets dans une phase vraiment de préparation de la prochaine étape, qui sera celle de la construction. Donc l'ensemble des équipes qui sont mobilisées, enfin qui est mobilisée sur ces deux projets procède à des études de design détaillées, à lancer différents appels d'offres sur les différents composants du parc. Et puis en parallèle, les équipes locales qui sont respectivement basées à Dieppe et pilotées par Maud Haribet et à Nantes pilotées par Mathieu Carrette, poursuivent leur travail d'information sur le terrain auprès des citoyens et de l'ensemble des parties prenantes. À l'heure actuelle, et sous réserve bien entendu du délai d'instruction des contentieux en cours, nous envisageons une mise en service à partir de 2023, suivie de 25 ans d'exploitation. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus. S'il y a des questions, nous y reviendrons. Et je laisse la parole à Émilie Praca, de manière à ce qu'elle vous présente de quelle manière ces projets ont été développés pour s'intégrer au mieux à leur environnement et dans les milieux dans lesquels ils s'insèrent. Et je coupe mon micro. Voilà, normalement, vous m'entendez? Très bien. Tout est bon? Oui, Ok. tout est bon, vous pouvez y aller. Parfait. Donc, comme vous l'a indiqué Lucille en début de présentation, je vais commencer par vous présenter les principes d'une étude d'impact, comment elle se réalise pour un projet de parc éolien en mer. Et ensuite, je vous parlerai des grandes thématiques environnementales et des suivis environnementaux des parcs éoliens des îles Dieu-Noirmoutier et de Dieppe-le-Tréport. Concernant le processus d'étude d'impact, donc, tous les porteurs de projets, pour leur dossier de demande d'autorisation, réalisent ce qu'on appelle un état initial environnemental. Donc, c'est vraiment le tout début d'une étude d'impact environnemental. Cet état initial, c'est vraiment l'état de l'art sur l'écosystème et même toute la région dans laquelle le parc va être implanté. Cet état initial se base sur des études de tous les compartiments physiques et biologiques et peut se baser même sur des études de très long terme. Par exemple, pour le parc de Dieppe-le-Tréport, les données sur l'avifaune, donc les oiseaux, ont été collectées pendant 10 ans pour connaître les variations saisonnières et interannuelles de la présence des espèces. Il y a aussi eu des études innovantes avec par exemple le projet de R&D RESPE qui a été réalisé par l'entreprise Quiet Ocean, qui a étudié les effets du bruit de la phase de construction sur les populations de mammifères marins. L'objectif était bien sûr de réduire cet impact acoustique des travaux sur la faune marine. Ce projet visait aussi à optimiser les technologies qui permettent de minimiser cet impact, comme par exemple l'utilisation de techniques comme des coffrages ou des rideaux de bulles. Une autre étude innovante a été une thèse réalisée à l'aide d'une bourse CIFRE en partenariat avec l'Université de Caen et qui était intitulée « Approche écosystémique d'un futur parc éolien en Manche orientale, exemple du site de Dieppe-le-Tréport ». Elle a été soutenue par Jean-Philippe Pezzi en 2017 et elle a été rendue publique, donc tout le monde peut accéder à cette thèse. Cette thèse avait pour objectif la réalisation d'un modèle d'écosystème à l'échelle du projet et sa comparaison avec d'autres modèles réalisés dans la Manche. Elle a ainsi apporté 2 années de données qui ont alimenté l'état initial. Cet état initial sert, donc c'est la deuxième étape ici, à l'évaluation des impacts du projet autour de 5 composantes, le milieu physique, le milieu naturel, le paysage et le patrimoine, le milieu humain et enfin l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. En plus de l'état initial, les impacts sont évalués en prenant compte des retours d'expérience, évidemment des parcs éoliens en mer en Europe, puisque le premier parc a été construit en 1991 au Danemark et qu'en 2019, plus de 5000 éoliennes étaient reliées au réseau électrique européen. Ces retours d'expérience permettent une amélioration continue des connaissances des impacts des parcs éoliens sur le milieu marin. L'évaluation des impacts va ensuite servir à
définir des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts. Ce sont les fameuses mesures ERC dont les premiers intervenants vous parlaient tout à l'heure. Lors de la période juste avant construction, puis pendant la construction, l'exploitation et le démantèlement, l'efficacité de ces mesures va être mesurée par des suivis dédiés. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc, à la fois vous donner des exemples de mesures ERC qui vont être mises en place et les suivis dédiés, ainsi que des mesures volontaires qui vont être mises en place pour les parcs des Îles-Dieu et Noirmoutier de Dieppe-le-Tréport. La première série de mesures dont Lucille a commencé à vous parler tout à l'heure concerne donc les deux parcs et elle consiste en une modification du schéma d'implantation des éoliennes et des câbles. Comme vous pouvez le voir, tout d'abord, les éoliennes ont été alignées dans le sens des courants principaux et en mettant en place des couloirs larges de plus de 1000 mètres. Du côté de Dieppe-le-Tréport, des zones appelées RIDIN, donc c'est les zones en rouge sur la carte, ici et ici, correspondent à des dunes hydrauliques qui sont importantes pour la ressource halieutique et ces zones ont aussi été évitées. Cette implantation favorise ainsi la possibilité d'une activité de pêche au sein des parcs et un moindre impact sur le paysage. Concernant la vie-faune, ces grands couloirs interéoliennes associés à des éoliennes de plus grande puissance et donc en nombre réduit diminuent l'effet barrière et le risque de collision. Concernant justement la vie-faune, une des mesures volontaires du parc de Dieppe-le-Tréport a été de rehausser la hauteur des éoliennes de 15 mètres. Cela permet de réduire de 50% le risque de collision de l'ensemble des espèces d'oiseaux en évitant en fait la zone de vol principale de certaines espèces. Les suivis de la vie-faune se feront par des survols aériens digitaux qui permettent le recensement des oiseaux, mais il y aura aussi en fait un suivi du comportement des espèces vis-à-vis des parcs avec des suivis GPS individuels et aussi des suivis radars, ainsi qu'avec des caméras digitales et thermiques installées au sein du parc qui permettront de voir vraiment le comportement des oiseaux à l'intérieur des parcs. Concernant les mammifères marins, une des mesures volontaires relatives à ces espèces sera pour le parc de Dieppe-le-Tréport d'exclure toutes les opérations de battage de pieux entre février et mai, qui est une période sensible pour ces espèces. De plus, suite aux résultats du projet Respect, des rideaux de bulles ou une autre technique seront utilisés pour atténuer les bruits sous-marins liés au battage des pieux. Pendant ces travaux de battage des pieux, il y aura aussi un suivi acoustique et visuel en temps réel pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'animaux observés à moins de 200 mètres des travaux. Enfin, comme pour la vie-faune, il y aura des suivis aériens digitaux couplés à des suivis acoustiques, évidemment, qui permettront de suivre l'évolution des populations pendant les différentes phases de vie des parcs. Il y aura aussi pour les colonies de phoques gris et phoques veaux marins des suivis GPS pour observer les comportements individuels en relation avec le parc de Dieppe-le-Tréport. Une autre thématique importante pour les parcs, c'est le milieu physique avec notamment la qualité de l'eau. Et donc la protection des fondations sera assurée par des anodes à courant imposé. Jusqu'ici, la solution de protection des fondations contre la corrosion retenue consistait en la dissolution d'anodes dites sacrificielles composées essentiellement d'aluminium. Et donc ces anodes sont placées sur les fondations. Si les anodes sacrificielles sont une technologie éprouvée et largement répandue, les dernières innovations techniques ont permis aux porteurs de projets de lui préférer un système de protection par courant imposé qui permettra d'éviter le rejet de métaux dans l'environnement. Enfin, je vais finir sur comment assurer le suivi environnemental des projets. Pour les parcs des Îles-Dieu et Noirmoutier de Dieppe-le-Tréport, le porteur de projet a proposé la mise en place de groupements d'intérêt scientifique. Donc un groupement d'intérêt scientifique, ou GIS,
C'est une collaboration de travail sur un sujet de recherche donnée entre des scientifiques, évidemment, donc des universitaires ou des personnes du CNRS, des associations et des usagers de la mer, si on parle d'un GIS qui travaillerait sur la mer, évidemment, et avec une participation éventuelle des services de l'État. L'objectif des GIS ici sera tout d'abord d'accompagner les mesures ERC, les suivis environnementaux et les engagements du porteur de projet tout au long de la durée de vie des parcs. Les GIS réaliseront aussi leurs propres études fondamentales et de R&D afin d'améliorer les connaissances sur le milieu marin et communiqueront tous les résultats obtenus, que ce soit avec des communications de vulgarisation pour informer un plus large public ou avec des communications scientifiques, évidemment, des publications et des conférences. Ensuite, les GIS pourront émettre des recommandations pour limiter les impacts de l'éolien en mer de manière générale, mais pourront aussi faire des propositions de nouvelles mesures pour les parcs des îles Dieu et Noirmoutier et Dieppe-le-Tréport. Pour finir, côté Dieppe-le-Tréport, le GIS éolien en mer a été officiellement lancé le 3 février avec la première réunion de son comité de pilotage. Il compte 25 partenaires, dont 6 universités, 6 établissements publics de recherche, 11 associations et 2 entreprises privées, et 12 observateurs, parmi lesquels on compte 5 services de l'État, 3 collectivités territoriales, 2 instituts du CNRS et 2 organismes privés. Merci. Donc, merci beaucoup à toutes les deux pour vos présentations. On va maintenant passer à la deuxième session de questions-réponses. On a reçu pas mal de questions. Je vais juste donner permettre à Fanny, donc qui est en train de poursuivre notre facilitation graphique en direct, de montrer son écran. Donc voilà, chose faite. Comme ça, pendant la session de questions-réponses, vous allez pouvoir voir l'avancée du dessin. Donc, on va poser quelques questions. Donc on en a reçu beaucoup. On va pas pouvoir malheureusement toutes les poser, mais je vais en sélectionner certaines. Donc, vous avez indiqué que la durée d'exploitation d'un parc éolien est de 25 ans. Et la personne qui posait la question se demandait que deviennent ensuite les éoliennes. Voilà, que deviennent ensuite les éoliennes et comment est réfléchie la fin de vie des éoliennes. Oui, bonjour, merci pour cette question. Alors aujourd'hui, la durée d'exploitation, elle est régie par les différents permis que nous avons, la concession d'utilisation du domaine public maritime notamment, qui nous est octroyée. Et à l'issue de cette première durée de permis, eh bien, en fonction non seulement des résultats de production d'électricité obtenus, de la compatibilité avec les différents usages de la mer, de la mer, et puis aussi l'adaptation au milieu environnant, nous verrons si nous demandons un renouvellement de la concession ou si nous démantelons le parc. Aujourd'hui, tous les dossiers de demande d'autorisation ont été prévus et prévoient d'ailleurs le démantèlement du parc et la remise en condition du site. Mais il est possible que nous demandions à l'État l'autorisation de poursuivre l'exploitation de chacun de ces parcs en fonction de la façon dont les choses se passeront. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, quelle est la gouvernance du groupement d'intérêt scientifique ? Alors, le groupement d'intérêt scientifique est composé de 2 instances. Il y a à la fois un comité de pilotage et un conseil scientifique. Le conseil scientifique, pour l'instant, compte 12 scientifiques qui sont des experts dans toutes les composantes du milieu marin. C'est le conseil scientifique qui va définir les orientations scientifiques du groupement d'intérêt scientifique. Et ensuite, le comité de pilotage qui est composé d'un représentant ou une représentante de chaque partenaire du GIS. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a 25, va mettre en place ces études et va attribuer le budget nécessaire à ces études. Et donc, chaque instance aura un président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente. Merci beaucoup. Donc, ah oui, pardon.
Non, non, je voulais juste ajouter que voilà, et mon rôle en tant que coordinatrice, c'est de veiller au bon fonctionnement du GIS et de faire le lien entre ces deux instances. Très bien. Il y a une autre question par rapport aux références exactes de la thèse. Et du coup, je me permettrai de vous demander de me l'envoyer, comme ça on l'injoutera au compte rendu qui sera envoyé à l'issue Oui, du webinaire. d'accord. Voilà. Ensuite, il y a une autre question sur le protocole de suivi acoustique. Alors, les protocoles sont en cours de définition. Après, ce seront des protocoles qui suivront évidemment ce qui se fait déjà, à savoir avec des suivis acoustiques par hydrophone. Et on aura aussi des nouvelles technologies qui vont être utilisées au sein du parc avec des bouées multi-instruments, donc qui auront à la fois des hydrophones, mais aussi des caméras, etc. Mais donc ces protocoles permettront de suivre les variations saisonnières et interannuelles de l'utilisation de la zone et d'une zone plus élargie autour du parc sur les mammifères marins. Merci. Une autre question. Donc, avons-nous connaissance sur la base de mesures des taux de létalité comparés pour les différentes populations animales en fonction des technologies EMR? C'est très pointu ça comme question. Je ne saurais pas vous y répondre comme ça. Après, concernant, si je peux prendre l'exemple des mammifères marins, ce qui peut être éventuellement létal pour les mammifères marins, ça va être le bruit, le bruit produit pendant le battage des pieux. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses mesures qui sont mises en place à la fois pour réduire ce bruit et pour qu'il n'y ait pas de phase de travaux s'il y a des mammifères marins, comme je le disais tout à l'heure, à moins de 200 mètres des travaux. D'accord, très bien. Merci. On a énormément de questions qui arrivent, donc je m'excuse par avance pour toutes les questions qui ne seront pas posées aujourd'hui. Une autre question. Donc, en quelques mots, quelles sont les principales méthodes employées pour caractériser l'état initial de l'évaluation environnementale et idem pour le suivi post-implantation? Alors c'est très très vaste, hein. Puis comme je vous le disais, en fait, ça va concerner tous les compartiments biologiques, environnement de la région, donc que ce soit le benthos, la qualité des sédiments, de l'eau, les ressources halieutiques, qu'on soit sur du démersal ou sur du pélagique, les mammifères marins, les oiseaux et même les chauves-souris. Donc il n'y a pas de méthode globale pour tous les compartiments, et évidemment qu'il y a des protocoles dédiés. Et ensuite, en ce qui concerne l'étude d'impact durant la phase de construction et d'exploitation, en fait, il y a ce qu'on appelle un état de référence qui est réalisé juste avant la construction et qui permet de comparer, en fait, c'est cet état de référence qui va permettre une comparaison de l'évolution des populations et des observations au sein du parc avec cet état de référence. Merci beaucoup. Donc, on va encore poser une ou deux questions avant de passer à la suite des présentations. Donc, dans les modalités de raccordement au réseau électrique sont-elles prises en compte dans les impacts cumulés? C'est une très bonne question. Lucille, peut-être as-tu la réponse? Je pense pas. Je suis pas sûre. Il me semble, oui, bon, c'est Lucille Forget. En fait, l'étude d'impact, dans le cadre de l'instruction de ces projets, il y a deux porteurs de projets, deux maîtres d'ouvrage. EMIN et EMDT sont les maîtres d'ouvrage et donc réalisent les études d'impact
la partie parc éolien et câbles interéoliennes. Et ensuite, RTE est le deuxième maître d'ouvrage qui, lui, a réalisé sa propre étude d'impact pour la partie raccordement en mer et terrestre. Donc, sous réserve de confirmation par RTE, il me semble que eux aussi sont soumis à l'évaluation des impacts cumulés, mais ça reste à vérifier. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant qu'on passe aux présentations des deux entreprises membres de notre réseau aujourd'hui. On a fait intervenir aujourd'hui tout un tas d'adhérents de Respect Océan qui portent des solutions et des actions différentes. Donc, je vais maintenant laisser la parole à l'entreprise Écocéan, donc Gilles Lecaillon, qui va donc nous présenter donc sa solution, la bouée d'observation de la biodiversité. Donc, je vais éteindre mon micro et Gilles, tu peux ouvrir ton micro. Voilà, c'est parfait. Alors, bonjour, j'ai ouvert mon micro. Est-ce que tu m'entends, Aurélie? Oui, tout à fait. Bon, très bien, merci. Donc, merci en tout cas à Respect Océan d'avoir organisé ça et puis nous permettre de nous donner la parole sur ce webinaire. Donc, je vais vous parler. Je me permets juste de te couper 2 petites secondes pour t'indiquer que tu peux mettre ta présentation en mode diaporama afin que les participants puissent. Voilà, très bien. Je coupe mon micro. Ok, merci. Donc, je vais donc vous présenter rapidement pourquoi Écocéan. Alors, qu'est-ce que c'est Écocéan? Mais ça sera qu'une seule slide. Hein. Je ne suis pas là pour présenter Écocéan, je suis là pour présenter ce qu'on fait pour la biodiversité autour des éoliennes. Mais c'est important de savoir qui on est pour savoir pourquoi on propose ce genre de choses un peu innovantes autour des éoliennes. Donc, on est une société quand même qui a 17 ans d'expérience dans le milieu, dans la valorisation de la ressource marine et de la biodiversité. On est une petite PME là, basée à Montpellier qui travaille principalement sur l'écologie marine. Alors aujourd'hui, on travaille aussi un peu en eau douce, mais c'est principalement notre expertise, elle est en milieu tropical et en milieu tempéré sur le milieu marin. On travaille beaucoup, on a fait beaucoup de projets de recherche avec des laboratoires qui sont cités là rapidement, mais aussi avec des institutionnels et des organismes techniques comme l'Agence de l'eau. Voilà. Donc on fait beaucoup de R&D, mais le cœur de métier d'Écocéan, c'est quand même de faire de l'ingénierie écologique. Et qui dit ingénierie, d'y trouver des solutions pour améliorer l'état de l'écosystème. Alors, on fait plutôt de la réhabilitation de fonctions écologiques que de la réelle restauration de sites d'écosystèmes marins, parce que c'est difficile de revenir comme c'était avant. Et donc, nous, on est vraiment en train d'essayer de trouver des solutions techniques, opérationnelles et validées scientifiquement pour améliorer l'état de l'écosystème. Et principalement sur la frange littorale, donc où il y a la majorité des espèces alors de poissons, mais aussi de crustacés et de mollusques. Donc on parle bien de poissons côtiers et démersaux, hein, je ne parle pas du tout de poissons pélagiques type sardines, thon, etc. Et donc on a mis au point 2 solutions. La première, c'est de prélever des larves de poissons avec les pêcheurs dans les zones dans lesquelles on est en train de travailler. Donc ça peut être en Méditerranée, mais aussi ailleurs. Donc, on prélève ces larves de poissons avant qu'elles n'arrivent sur le littoral, on les fait grossir et on les réintroduit dans le milieu un peu plus grand, donc un peu plus fort. Donc, on les fait passer en gros de 1 cm quand on les capture à 7-8 cm, qui est la taille refuge en milieu marin, qui dit qu'il y a beaucoup moins de poissons qui peuvent manger un poisson qui ont une bouche suffisamment grande pour manger un poisson de 8 cm plutôt qu'un poisson de 1 cm. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on va apporter des fonctionnalités écologiques de type nursery principalement autour de structures existantes artificielles. Donc on travaille depuis pas mal d'années sur les marinas, sur les ports de commerce, sur maintenant les émissaires de stations d'épuration. On vient pas rajouter quelque chose, on vient additionner des microstructures sur des structures artificielles. Et donc évidemment, comme il va y avoir des structures artificielles de type jacket ou de type habitat flottant, on s'intéresse à ce qui se passe sur ces structures. Alors pourquoi on s'intéresse à ce qui se passe sur ces structures? Donc là, je ne fais pas un cours de biologie, mais ça, c'est le cycle de vie des poissons marins côtiers dans le monde entier, hein, tropical, tempéré, mais pas que marins finalement. Les crabes, les langoustes, c'est un peu ça. Les œufs sont pondus proches des côtes. Mais bien souvent, les larves vont au large, ou les œufs carrément vont au large
coloniser d'autres espaces et ensuite ils deviennent des larves et puis des post-larves actives qui reviennent coloniser les petits fonds côtiers dans lesquels ils vont trouver refuge de nourriture pour grandir. C'est globalement ce qu'on appelle des nurseries. Donc ça, c'est le cycle de vie, mais pourquoi je vous montre ça? Parce que ça, en fait, c'est ce qui va se passer, enfin, ce qu'on pense qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des larves qui vont s'installer sur ces structures au large, que ce soit des éoliennes flottantes ou des éoliennes posées, mais principalement flottantes. En tout cas, là, le travail qu'on est en train de faire, c'est sur du flottant. Et donc, on s'imagine que ces structures qui vont être finalement entre 0 et 10 mètres sous la surface, si on, 15 mètres, enfin, ça dépend de la taille des fondations, enfin pas des fondations, mais des flotteurs, ces structures pourraient avoir un rôle fonctionnel qu'on pense être intéressant en tout cas, et qui pourrait être valorisé aussi bien pour la biodiversité, mais également pour les pêcheurs. Alors cette question-là, on se l'est posée. Donc, c'est bien de se poser des questions, mais il faut essayer d'avoir des réponses. Et donc, on a développé une bouée qu'on appelle Bob, parce qu'on l'appelle comme ça. C'est une bouée d'observation de la biodiversité. Alors, elle est quand même assez balèze, cette bouée. Elle fait 15 mètres de haut, 4 tonnes et demie. Et elle a été designée par Principal Power, qui va être les opérateurs qui vont fabriquer les éoliennes, enfin, qui vont designer les éoliennes pour le projet de FGL qui va être au large de l'E4. Ce projet, il est aussi fait en collaboration étroite et technique avec la société de projet Les Éoliennes Flottantes du Golfe du Lion, donc, qui est portée par Engie derrière, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, donc cette structure, elle a été réalisée par Eiffage et elle a été installée par GIFMAR. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, voilà, parce que j'ai ce truc-là. Voilà, oui, on voit très bien l'écran. Mais est-ce que vous voyez mon… Oui, tout à fait. Ah oui, d'accord. Le curseur, oui, tout à fait. Le curseur, merci. Donc elle a été, cette bouée, donc elle a été installée au large de l'E4, à 15 km au large de l'E4, précisément dans le futur parc de FGL. Et dessus, on a installé justement nos habitats avec des tailles, des formes et des substrats différents à différentes profondeurs, entre 0,4 et entre -4 et -8 mètres. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez à peu près une dizaine de mètres sous la surface où vous avez différents types d'habitats avec des zones témoins et des zones équipées. Donc les zones témoins, c'est les plaques jaunes que vous pouvez voir, qui sont en fait des témoins de ce que seraient finalement des morceaux de flotteurs métalliques peints par cette peinture jaune qui est réglementaire. Et donc des zones où vous avez des habitats qui sont les habitats qu'on a l'habitude d'installer, qui sont des habitats remplis de coquilles d'huîtres, mais on teste différents types de substrats coquilles d'huîtres. Évidemment, tous ces substrats sont toujours des substrats naturels. Et en fait, on fait différents types de suivi sur cette bouée. Et donc, les suivis sont faits par l'Université de Perpignan sur les suivis visuels. Donc, ils ont été faits en juin, juillet, septembre et novembre 2019 pour voir l'abondance et la taille des poissons qui vont être intéressés par cette bouée qui est positionnée au large. Mais ça va être également fait en 2021. Pardon. On fait aussi des suivis acoustiques, donc bioacoustiques, avec des hydrophones que vous pouvez voir sur 4 hydrophones qui permettent de trianguler aussi l'information, de savoir à peu près d'où les sons proviennent. Alors, ça va être pour voir la qualité et l'abondance des sons biologiques, principalement poissons et faune benthique. Donc, ce qu'il va y avoir qui va se fixer au sein même de ces structures, de ces substrats qu'on a proposés. Et en fait, des suivis vagiles. Alors là, c'est 2 campagnes par an également et pendant 2 ans. Et là, en fait, on vient enlever les modules qui sont là au centre, par exemple. Là, vous en avez un, là aussi, enfin, et au centre, pour pouvoir voir ce que précisément les différents substrats peuvent capter comme larves, principalement des larves d'oursins, enfin des larves de faune plutôt benthique. Voilà les suivis qui ont commencé et qui vont être faits encore l'année prochaine, enfin cette année, pardon, 2020, et un petit peu en 2021. Donc rapidement, je vous donne des premiers résultats, mais ces premiers résultats, c'est les résultats qui ont été faits en juin et un petit peu en novembre. Je n'ai pas tous les résultats encore qui ont été traités. Donc, c'est vraiment les résultats préliminaires. Hein. Il faut vraiment attendre l'année 2020 et voir l'année 2021 pour pouvoir conclure quelque chose. Donc, on a vu que 3 espèces, on va dire, de poissons autour du flotteur, dont un banc de chinchard de plus de 1000 individus, puis des carangues, des cérioles. Ce qui est intéressant, mais qui a été une observation fortuite, ça veut dire que ce n'est pas Philippe L'Enfant qui l'a observé, mais c'est mon équipe à moi
Donc, c'était pas pendant des suivis, mais on a vu les 3 postes larves de Pajot au mois de novembre, au moment où normalement les Pajots reviennent coloniser la côte. Donc, voilà, ça c'est des informations que je vous donne. En termes de biophonie, l'écoute permet d'entendre qu'il y a une espèce de poisson, ils en sont sûrs, ils savent pas quelle espèce, mais remonte le long de la chaîne les nuits, la nuit. Donc on ne sait pas encore quelle espèce, mais en tout cas cette espèce, ils l'ont déjà entendue, les personnes qui font ça, c'est Chorus, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, écoutent, savent que cette espèce remonte sur des fonds coralligènes quand ils font leur réseau d'écoute là qu'ils ont en Méditerranée. Voilà. Et en termes de biophonie benthique, donc de la vie qui est à l'intérieur des coquilles qui fait du bruit, que ce soit des oursins qui broutent ou des crevettes qui font du bruit avec leurs pinces, la colonisation semble être assez rapide avec une faune plutôt sonifère, donc qui fait du bruit. Et enfin, sur la faune vagile, donc au bout de 6 mois, puisque c'est en juin qu'on l'a installé, on a retiré quelques modules au mois de novembre, on a quand même 21 espèces d'animaux marins qui se sont fixés dans nos coquilles, principalement des oursins, des pétoncles, enfin, il y a plein d'autres espèces, mais dans des quantités qui sont relativement impressionnantes, puisqu'on peut les comparer à des suivis que l'on fait sur la côte, nous, depuis 5-6 ans, sur des modules similaires et sur des suivis similaires. Et les quantités qu'on retrouve sur ces substrats est quand même particulièrement importante. Donc, qu'est-ce qu'on pourra en faire? On n'a pas encore la réponse aujourd'hui, mais c'est le but du projet. Et on voit qu'il y a des substrats qui sont bien plus efficaces que d'autres. Voilà. Donc, pour terminer et puis pour vous rappeler pourquoi on fait ça finalement, donc nous, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de réunions dans lesquelles pas mal de gens posaient des questions. Est-ce qu'il y a un effet récif? Est-ce qu'il y a des espèces invasives qui vont s'accrocher? Est-ce qu'il y a du fouling? Enfin, plein d'espèces. Est-ce que ça peut être bénéfique? Est-ce que ça peut être négatif? Donc tout ça, on n'a pas la réponse. Il y avait quand même assez peu d'études. On parlait tout à l'heure du manque de connaissances. Clairement, il y avait un manque de connaissances aussi sur ces aspects-là. Et donc l'idée de ce projet, c'est de mettre quelque chose dans l'eau pendant 2 ans minimum et de pouvoir apporter des éléments de réponse. Donc ça, c'est le premier objectif de cette bouée qui est installée depuis juin 2019. Elle nous permet également, parce qu'il faut savoir que dans le projet EFGL, il est prévu qu'on équipe avec des habitats, des micro-habitats, un des 3 flotteurs du projet EFGL. Donc, avec partenaire, enfin, on est partenaire de FGL et on s'est dit, mais moi, je sais pas qu'est-ce qu'il faut attacher, comment il faut l'attacher, où il faut l'attacher, qu'est-ce qu'on peut attacher sur ces structures. On a une connaissance sur la côte, mais pas sur une côte finalement qu'on retrouve au large. Donc, cette bouée nous permet aussi d'avoir des éléments de réponse techniques et fonctionnels sur des habitats potentiels qui peuvent être accrochés sur des structures au large. Et enfin, en termes de cycle de vie et de connectivité, parce que je ne suis pas rentré dans le détail, mais ce projet fait partie d'un autre projet de connectivité où on étudie en même temps ce qui se passe sur la bouée, ce qui se passe sur des récifs artificiels qui sont sur la même, au large de Leucate, mais aussi dans le port de Leucate et dans les lagunes de Leucate. Donc, on va essayer de voir s'il y a des connexions, des connectivités entre ce qu'on peut trouver au large et ce qui vient s'installer sur la côte. Voilà globalement ce que je voulais vous dire. Et donc, voilà, et dire également que sur cette éolienne là qu'on voit sur la gauche, il est prévu qu'on installe des petits habitats bio-huttes sur l'éolienne qui est prévue en 2022, si mes souvenirs sont bons. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup Gilles. On va maintenant laisser la parole à Gwenaëlle Duclos qui va nous présenter un autre projet auquel son entreprise participe. Donc, je vais lui laisser la main sur la présentation et on aura une dernière session de questions-réponses à la fin de son exposé. Donc n'hésitez pas à commencer à poser vos questions pendant ce dernier exposé. Gwenaëlle, tu peux ouvrir. Voilà, bonjour. Donc, je suis Gwenaëlle Duclos, le dirigeant de la société Wipsy. Donc, c'est une société qui est spécialisée en analyse d'images pour l'écologie. En fait, je l'ai montée suite à une reconversion où moi, en fait, j'étais spécialisé en analyse d'images pour la télévision numérique. Et j'ai eu envie de mettre mon savoir-faire pour l'écologie, notamment après avoir rencontré
plusieurs biologistes marins qui étaient submergés par les photos qu'ils accumulaient pendant leur suivi de mégafaunes marines et pour qui il manquait en fait des logiciels efficaces pour traiter leurs photos. Et donc, je vais vous présenter les travaux qui nous ont amenés à travailler sur donc l'analyse semi-automatique d'images aériennes pour recenser la mégafaune marine dans les projets EMR. Donc en fait, j'ai créé cette société en 2013 et c'était donc à la suite d'une reconversion. Notamment, je suis allé faire un master en écologie et pendant le stage du master, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir aller travailler avec une chercheuse en Australie qui avait eu l'idée d'utiliser un drone pour faire du suivi de cétacés et elle cherchait quelqu'un pour lui faire un logiciel pour retrouver ces mammifères marins dans les photos. Et en fait, quand je suis revenu en France, l'Agence française pour la biodiversité, enfin à ce moment-là, ça s'appelait l'Agence des aires marines protégées, et suivait en fait ce que je faisais en Australie et a été intéressée pour qu'on monte ensemble un projet qui s'est appelé Semadrone, avec l'idée de justement faire une suite logicielle qui permette de faire le suivi et l'étude de la mégafaune marine par drone. Et donc, en fait, la problématique qu'ils avaient, c'est que Kelonia, qui est une association qui s'occupe des tortues marines à La Réunion, venait de s'équiper d'un drone, comme vous pouvez voir là, et voulait l'utiliser sur le parc naturel marin de Mayotte pour faire le recensement des tortues marines dans une réserve où les tortues, en fait, viennent s'alimenter sur la ressource et sur l'herbier, et en fait sont éventuellement dérangés par les touristes qui viennent se baigner sur la plage qui est juste à côté. Et donc l'idée c'était de pouvoir faire des recensements mensuels à l'aide de ce drone, et ils étaient confrontés à la problématique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que ce drone ramène pour 1 km² de recensement 300 photos sur lesquelles ils étaient obligés jusque-là de détecter les tortues marines visuellement. Et donc, on les a aidés à faire un logiciel de détection des tortues marines que vous voyez ici. Et en fait, comme c'était le début en fait d'une petite révolution dans le domaine de l'analyse d'images, c'est-à-dire qu'on venait de réussir à faire en sorte que ce qu'on appelle des réseaux de neurones, qui sont en fait la modélisation de la façon dont fonctionnent nos neurones dans un ordinateur, commençait à permettre de retrouver des objets automatiquement par les ordinateurs dans des images. Et en fait, en 2013, c'était vraiment en train de faire exploser les résultats des concours qui étaient basés sur ce sujet. En fait, on s'est spécialisé dans la capacité à utiliser ces réseaux de neurones pour apprendre à reconnaître la faune sauvage et notamment les tortues marines dans ce cas-là. Et donc, on a fait ce premier logiciel avec eux. Donc ces détections, là où ça devient intéressant pour les parcs, c'est que ça permet de faire semi-automatiquement des cartes de distribution de l'espèce dans le parc, notamment parce qu'on a travaillé avec Actimar qui nous a fait un plugin pour QGIS qui permet de géoréférencer toutes les photos prises par le drone et donc de réintégrer tous les résultats de détection sous forme de points géoréférencés. Et donc, on voit que toutes les tortues sont géoréférencées. Et ça permet notamment de créer ce genre de cartes qui permettent de voir, par exemple, sur la zone rouge, ici, qu'en fait, on pourrait très bien mettre une zone ici d'exclusion de la natation pour faire en sorte que les tortues ne soient pas dérangées par les baigneurs. Et en fait, on a continué à travailler suite à ce projet avec l'Agence française pour la biodiversité, mais cette fois-ci sur une autre thématique qui était sortie pendant leur colloque en 2014, où beaucoup de parcs venaient avec le besoin d'avoir des outils pour cartographier les enjeux liés à la plaisance et aux activités de loisirs dans les parcs. Et donc, en fait, on a créé avec eux un nouveau projet qu'on a appelé Refibap, donc qui permet de reconnaître les bateaux sur des photos aériennes prises par drone.
Et donc c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire dans notamment le parc naturel régional du Golfe du Morbihan pour permettre de suivre l'utilisation des mouillages et notamment des mouillages écologiques qu'ils étaient en train d'installer. Donc c'est quelque chose qu'on a fait nous en faisant une association avec une équipe de chercheurs qui est basée à Vannes qui s'appelle l'équipe Obélix et qui est à l'université de Bretagne Sud et qui est aussi dans le laboratoire IRISA. Et en fait, avec ça, vous voyez, on a été capable de faire un algorithme qui permet de reconnaître les différents types de bateaux. Donc en rouge, vous avez les bateaux à moteur, en violet, les voiliers. Il y a aussi des plates qu'on ne voit pas sur cette photo, et puis des kayaks en vert. Et dans ce projet, nous avions aussi comme besoin de suivre l'activité des pêches de loisirs. Et donc, sur ce sujet, en fait, nous avons utilisé deux systèmes. Le système basé sur l'apprentissage profond, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet de détecter les pêcheurs à pied sur ce genre de photos. Et vous voyez que finalement, on devient quand même assez spécialisé dans la détection et la reconnaissance de tout petits objets sur des photos panoramiques ou aériennes. Et on a fait également en parallèle une thèse qui était beaucoup plus orientée sur la recherche fondamentale, où là, on a essayé ce qu'on appelle l'apprentissage actif, c'est-à-dire que l'ordinateur essaye d'apprendre pendant que l'utilisateur est en train de définir les objets qui l'intéressent dans la photo. Donc voilà, la thèse n'est pas encore finie, elle est en cours de finalisation. Et donc, si vous voudrez suivre les travaux, en fait, vous pouvez taper sur Mathieu Larose sur Internet et vous tomberez sur notre publication qu'il a déjà faite. Et en fait, fin 2018, nous avons considéré que ces solutions étaient assez matures pour être opérationnelles et donc pouvoir répondre à nos premiers appels d'offres. Notamment, justement, en fait, les dugongs que j'avais aidé à cartographier en Australie, en fait, on a pu les cartographier cette fois-ci avec une solution opérationnelle en Nouvelle-Calédonie. Et donc, pour cela, en fait, on a répondu à un appel d'offres du plan d'action dugong, donc qui a été porté par le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Calédonie. Et on a monté un consortium avec l'Avion Jaune et Vertical Passion qui nous ont fourni l'avion et l'appareil photo à très haute résolution. Donc cet appareil photo, c'est un appareil photo que vous voyez ici qui est géoréférencé, dont les mouvements sont compensés pendant que l'obturateur est ouvert pour éviter le filet. Et en fait, on a couvert plus de 2000 km² avec cette caméra. En fait, on a généré plus de 20 000 photos et ces photos, en fait, on les a fait passer dans le logiciel à qui on avait préappris à détecter les dugongs. Donc, vous voyez, par exemple, ça donnait ce genre de photos où là, vous voyez, on voit même un peu l'effet du vent. Là, le vent était à peu près à 10 nœuds. Et donc, sur ces photos, en fait, ce qui est entouré par un rond, là, c'est un dugong qui a été automatiquement détecté par l'algorithme. Et ce que vous voyez à droite avec le carré, en fait, c'était une détection qui avait un score beaucoup plus faible et pour lequel, en fait, les experts ont fini par dire que c'est sûrement une tortue marine. Et donc, ça permet de générer ce genre de carte qui était le livrable attendu par le plan d'action dugong. Donc là, je vous ai pas mis la carte réelle parce qu'en fait, elles sont confidentielles. Mais voilà, le rendu était similaire à ça, où on voit en fait les hotspots utilisés par les dugongs. Et donc, depuis l'année dernière, nous avons élargi le consortium que nous avions créé avec l'UBS et l'Office français de la biodiversité, en intégrant France Énergie Marine et en déposant ensemble un nouveau projet auprès de l'ADEME qui s'appelle CEMACAP et qui est donc le suivi, l'étude de la mégafaune marine, mais cette fois-ci par caractérisation automatique et notamment pour les parcs éoliens, et dans l'idée de en fait améliorer les algorithmes pour pouvoir faire en sorte que ça devienne automatique et notamment qu'ils soient capables de reconnaître les espèces des animaux qui sont photographiés. Et donc l'idée de ce projet, c'est vraiment de développer
les aspects scientifiques, mais également technologiques, pour avoir une méthodologie qui soit standardisée et qui soit aussi validée scientifiquement, qui permette justement d'avoir un protocole qui puisse servir dans les références pour les études d'impact des parcs éoliens en mer, notamment pour les suivis digitaux. Et l'idée également, c'est de faire en sorte d'améliorer radicalement le coût efficacité de ces suivis en utilisant les capacités d'apprentissage du deep learning, donc l'apprentissage profond, et puis d'utiliser donc les données digitales. Donc pour ce projet, nous avons utilisé l'opportunité que nous a offert l'OFB pour en fait faire des acquisitions pendant l'état initial qui est en cours en ce moment dans le parc naturel marin du Pertuis charentais et des Stars de la Gironde. Et en fait, nous avons installé notre système de caméra dans un avion qui est aujourd'hui utilisé avec des observateurs embarqués. Et donc, en fait, les caméras vont voir exactement la même zone de 200 mètres que celle qui est visualisée par les observateurs. Et l'idée de ce projet est de comparer les observations et donc de pouvoir faire des rapprochements entre ce qui est vu par l'ordinateur et ce qui est vu par un humain. Dans ce projet, donc, en fait, WIPSI va travailler à améliorer ici ces algorithmes de deep learning pour faire en sorte de détecter les espèces et de caractériser les capacités à détecter également dans des eaux qui sont un peu moins claires que celles où on a déjà travaillé. Et au niveau de la recherche un peu plus fondamentale, l'UBS va travailler sur une nouvelle approche qui est plus basée sur de la détection d'anomalies par apprentissage profond non supervisé. Et dans ce cas-là, en fait, l'idée c'est de préparer les algorithmes qui pourraient servir dans le futur à améliorer encore les résultats et que l'on puisse les avoir transposables d'ici 3 à 4 ans. Et donc toutes ces méthodes, aussi bien l'observation visuelle, les observations par algorithme avec du deep learning, les observations par algorithme avec détection d'anomalies, vont être comparées et vont permettre bien sûr de générer les cartes de densité, mais également des publications qui vont permettre à la fois de faire avancer l'état de l'art sur ce sujet, de bien avoir un papier référent qui permette de comparer les observations visuelles avec les observations digitales et également de faire des préconisations pour les futures justement études d'impact. Donc au niveau du planning du projet CEMACAP, en fait aujourd'hui on est vraiment dans la première phase où on est en train d'acquérir les images. On a commencé les travaux de recherche. Et il existe aujourd'hui une plaquette de communication sur le projet. Donc pendant 2 ans, en fait, il va y avoir donc les chercheurs vont travailler réellement sur l'évolution des algorithmes et notamment, on pense avoir des premiers résultats, notamment à WIPSI au bout de la première année et avoir une deuxième partie des résultats au bout de la deuxième année. Et en fait, la 3e année est vraiment réservée à la capacité de comparer toutes ces méthodes et de faire en sorte de produire des rapports qui vont permettre de comparer toutes ces méthodes et de faire des publications scientifiques et des participations à des conférences scientifiques. Voilà. Si vous avez des questions, je suis disponible et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup donc pour ces présentations. Donc c'est le moment de notre dernière session de questions et réponses. Donc je vous invite à poser vos questions dans la fenêtre dédiée aux questions. On va aller voir pour une dernière fois ce qui se passe du côté de la facilitation graphique qui est réalisée par Fanny Didou, donc depuis le début de notre programme de webinaire. Donc Fanny schématise l'ensemble des webinaires au travers d'un dessin, qui résume un petit peu les propos de tous nos intervenants. Donc on va prendre les questions. Donc je
je vais rouvrir la fenêtre de questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Une première question pour Gilles Écocéan. Quelle est la durée de vie des biohôtes et un entretien est-il nécessaire? Alors, la durée de vie des biohôtes, elle est actuellement avec les matériaux qu'on utilise de 5 ans, mais on va changer le diamètre des brins qu'on utilise pour passer sur des modules qu'on va garantir 10 ans. Donc, ce n'est pas 25 ans, c'est 10 ans pour l'instant. Première chose. Et au large, à ces niveaux-là, du large, je ne pense pas qu'il y ait besoin de maintenance. Voilà. À part si on a des gros foulings de moules qu'il va falloir évaluer avant un projet, mais ce qui ne semble pas être le cas au large de l'E4 en tout cas. Très bien. Donc, une autre question plutôt destinée à Gwenaëlle Duclos par rapport au projet CEMACAP. La question est la suivante. Donc, pourquoi développer CEMACAP sur le suivi à 180 mètres alors que les suivis des parcs EMR seront obligatoires à plus de 400 mètres? Parce que en fait, aujourd'hui, nous considérons que le meilleur moyen d'avoir des données synchrones entre les observations faites par l'avion et les observations faites par les caméras, c'est que les deux soient embarqués dans le même avion. En fait, moi, j'avais travaillé quand j'étais en Australie avec Amanda Oxon qui a essayé de faire voler un avion en même temps qu'un drone pour justement faire en sorte de comparer. Donc dans l'avion, il y avait les observateurs embarqués et dans le drone, il y avait les caméras. Et en fait, elle a été confrontée au fait que le drone et l'avion volaient pas à la même vitesse. Et donc, en fait, il y avait beaucoup de difficultés à faire en sorte de recoller les données qui avaient été obtenues. Et donc, moi, depuis assez longtemps, je disais à l'Agence française pour la biodiversité qu'il fallait qu'on passe par une étape intermédiaire où on devait pouvoir mettre les caméras dans le même avion pour que ces données soient exactement sur la même zone et soient comparables, on va dire, beaucoup plus facilement sans avoir à faire des extrapolations on va dire, basé sur de la statistique. Voilà. Alors, une autre question. Les suivis des fermes pilotes à l'aide de ces nouvelles technologies par analyse d'images sont-ils prévus? Alors après, en fait, c'était par rapport aux travaux qu'on a commencé avec France Énergie Marine. En fait, on considère que ce projet CEMACAP, c'est une première partie d'un projet plus vaste où justement, en fait, l'idée derrière, c'est de créer un nouveau projet dans France Énergie Marine pour faire en sorte que cette fois-ci, on compare donc les données qui ont été prises par la caméra qui est dans l'avion avec les données qui sont prises par une caméra donc qui serait éventuellement utilisée par une autre société qui fait des survols digitaux plus haut. Et dans ce cas-là, en fait, l'avantage, c'est qu'on sera vraiment en mesure de comparer des photos entre elles et donc de pouvoir finalement comparer les résultats qui sont obtenus sur deux systèmes basés sur de l'acquisition de photos. Et là, on pourra vraiment, on va dire, plus comparer des choses qui sont comparables, c'est-à-dire les capacités à retrouver des oiseaux dans des photos par rapport au fait que ces oiseaux ont déjà été considérés comme validés par au fait qu'ils ont été comparés avec les observations visuelles sur des photos qui auront exactement été prises au même endroit. Voilà, en fait, le projet est vraiment dans cette trajectoire où, en fait, comme je disais tout à l'heure, les photos intermédiaires permettent de faire une validation temporaire avant de passer à l'étape supérieure plus haute. Merci beaucoup pour les réponses. Donc, on a d'autres questions qui arrivent, mais on est presque à la fin de notre webinaire. Merci à tous pour vos questions et pour l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. Je vais juste laisser la parole quelques minutes à Florian Mouchel, qui représente l'Observatoire des énergies marines renouvelables et qui va nous présenter l'étude, le questionnaire qui est en train d'être diffusé aux acteurs du secteur.
l'Observatoire des énergies de la mer, pardon. Oui, bonjour, Florent Mouchel de l'Observatoire des énergies de la mer. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Respect Océan pour l'organisation de cet événement. Donc, j'interviens dans le cadre de l'enquête annuelle de l'Observatoire des énergies de la mer, qui a pour but de réaliser un état des lieux de la filière des différents acteurs français, en s'intéressant à des indicateurs tels que le nombre d'emplois, le chiffre d'affaires ou encore l'investissement, afin de démontrer que l'activité en France a des retombées positives sur le territoire. Donc cette enquête prend la forme de 4 questionnaires suivant les différentes catégories d'acteurs. Donc on va avoir les prestataires, les fournisseurs de la chaîne de valeur, les développeurs, les organismes de recherche et de formation, ainsi que tout ce qui est acteurs institutionnels. Donc l'important dans cette démarche réside dans son exhaustivité, étant donné qu'on essaye d'avoir les chiffres les plus proches de la réalité de la filière. Donc c'est vrai que c'est très important pour nous d'avoir un bon taux de retour sur notre enquête. Donc je peux vous montrer rapidement un questionnaire pour que vous ayez une petite idée de ce qui vous attend si vous souhaitez participer à notre enquête. Donc voilà, c'est une vingtaine de questions par questionnaire. Donc comme je vous l'ai dit, qui s'intéresse essentiellement aux indicateurs que sont le chiffre d'affaires, l'investissement et l'emploi, ce qui nous permet de réaliser notre rapport annuel que l'on présentera cette année lors de Synergie, donc à Nantes le 9 juin, et qui permet donc de faire la promotion de la filière. Donc, si vous êtes une entreprise, une collectivité, un acteur de la recherche ou de la formation, je vous invite à répondre à ce questionnaire si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions sur la démarche ou sur n'importe quel sujet concernant notre enquête. Donc, mes coordonnées figurent à la fin du site internet. Et je vous invite aussi à naviguer sur notre site, étant donné qu'on publie des notes d'actualité sur la filière et que l'on présente également les données du rapport. Par exemple, ce sont les données de l'an dernier avec par exemple la répartition de l'emploi à l'échelle de la France. Donc voilà, je vous remercie par avance pour votre contribution. Donc merci beaucoup. Donc notre webinaire touche maintenant à sa fin. Donc, on remercie donc énormément l'ensemble des participants qui s'intéressent à notre programme, mais également l'ensemble des intervenants et également Fanny Didou qui est à nos côtés depuis le premier webinaire et qui s'occupe de schématiser donc les webinaires. L'enregistrement vidéo ainsi que la synthèse vous sera envoyée par email prochainement. Notre prochain webinaire donc se tiendra donc aux alentours du mois de juin sur la séquence éviter, réduire, compenser en mer. Et n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn puisqu'on partage les invitations des prochains événements. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ultérieurement. Très bonne journée à tous et en attendant que ça se ferme, je rebascule sur la facilitation graphique de Fanny. Comme ça, si vous voulez continuer à regarder ce qui se passe pendant quelques minutes avant d'éteindre votre écran, vous le pouvez. Très bonne fin de journée à tous et à très bientôt.